Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de cet exposé, de ce long exposé sur l'occultisme et la philosophie, et nous allons aborder ce soir la question de l'occultisme par la médiumnité, les médiums, la médiumnité et les dons occultes. Voilà, j'espère qu'au niveau du micro, tout le monde m'entend bien. Et puis, sinon, n'hésitez pas à le dire dans le chat. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, donc je vais essayer de le faire rapidement. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. La vidéo sera publiée dans la foulée. Donc, si jamais je ne réponds pas à des questions, eh bien, je pourrai le faire plus tard par commentaire. Alors je vais baisser un petit peu la musique, c'est sympa de la voir un petit peu, mais il ne faut pas que ça nous perturbe. Alors pourquoi aborder la question de la médiumnité ? Eh bien, rappelez-vous, la dernière fois, nous avions vu au niveau des termes, tout ce qui était de l'ordre du paranormal, de l'occulte, de l'ésotérisme. En gros, il fallait qu'on définisse notre sujet. Il y a un grésillement, mince, il y a un grésillement, donc c'est très bien de me le dire maintenant, donc on va essayer de faire en sorte que ça s'arrête. J'espère juste que ça va continuer à bien se passer. Alors, je pense que ça va aller mieux si je fais comme ceci. Bien, je reprends donc la dernière fois, nous avions parlé de tout ce qui était de l'ordre du paranormal, nous avions posé les limites, délimité notre sujet, nous avions essayé de le définir, et nous avions remarqué que sous couvert d'une énorme pluralité, eh bien, le paranormal, comme l'ésotérisme, comme l'occultisme, renvoyait à plusieurs réalités qui étaient assez communes en fait. Et aussi que l'on assistait dans nos sociétés à un retour de cet occultisme et de cet ésotérisme. Alors, aujourd'hui, on va essayer de travailler ensemble la question du médium. Alors, pourquoi travailler cette question-là ? Eh bien, parce que ça interroge, la question du médium, vous allez le voir, l'ensemble des dimensions occultes. Qu'est-ce qu'un médium ? Un médium, c'est du latin médium, il n'y a pas d'autre nom. Médium, ça signifie le milieu intermédiaire. Et en réalité, ça signifie, quand on parle de quelqu'un qui est médium, ça signifie que cette personne-là se situe entre deux plans de réalité, appelez-la comme vous voulez, c'est-à-dire la réalité, le plan astral, vous avez la réalité des esprits, vous avez la réalité, du monde invisible, des morts aussi, et notre monde à nous, parfaitement matériel, parfaitement horizontal si je puis dire, dans ses aspirations. Le médium, c'est celui qui est situé à l'intermédiaire et qui a des liens avec le monde en question, c'est-à-dire le monde paranormal, le monde occulte. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de médium. Le terme de médium fait trop penser, notamment pour les médiums, à des charlatans, à des gens qui vont essayer à des gens qui sont dans des croyances, qui sont absolument pas dans du rationnel. Alors j'aime beaucoup. Vous voyez, la femme que nous voyons, c'est Patricia Daré. Qui parle de qu'il faut rationaliser l'invisible. Il faut procéder à une rationalisation de l'invisible. Et donc c'est pour ça qu'elle se définit elle-même comme cartésienne, comme tout à fait rationnelle, etc. Bon, on va voir plus tard, d'une part, dire que quelqu'un est cartésien, c'est ne pas connaître Descartes, et d'autre part, le fait de user de raison pour envisager l'invisible, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, on va voir si on tombe un petit peu d'accord avec Patricia Daré. Avant de vraiment nous lancer dans cette question-là de la médiumnité, je tiens à remercier Dominique Oznet et puis Joseph-Marie Verlinde qui ont énormément travaillé ces sujets. Vous pouvez vraiment rechercher sur YouTube, il y a énormément de vidéos, il y a énormément de sites, et je vous y invite pour ceux que ça intéresse en fait.
Les médiums, aujourd'hui, et notamment outre-Atlantique, ne sont plus appelés médiums, mais plus channels, ou des personnes pratiquant le channeling. Littéralement, channel, ça signifie celui qui canalise, hein, le canalisateur. Celui qui procède par canalisation, c'est-à-dire qui va engranger, qui va attirer à lui tout ce qui se passe en fait d'un point de vue, comment on appelle, d'un point de vue occulte. C'est-à-dire que dans le plan de réalité en question avec lequel il est en lien, eh bien il va être capable de canaliser. Vous savez, un barrage, ça canalise l'eau pour le faire passer dans un conduit. Eh bien, la personne qui se dit channels, il est capable de canaliser les énergies. Alors les énergies, on va en parler un petit peu plus tard, c'est un terme qui va revenir énormément, c'est-à-dire que le médium, il s'ouvre, volontairement ou non, à ce qu'il va appeler des énergies. Alors, pour être très précis, les énergies, à ce niveau-là, ça signifie absolument rien. Hein, je suis désolé de vous l'apprendre. En gros, le mot énergie ne signifie absolument rien. D'un coup, on va parler de fluide, d'un coup, on va parler d'onde, d'un coup, on va parler de... En réalité, ça n'est pas l'énergie au sens de E égale mc2. Vous voyez, c'est une... on va appeler fluide, force, onde, vous mettez tout ce que vous voulez, qui est de l'ordre de l'occulte, c'est-à-dire du non mesurable et du non vérifiable, et qui se trouve être ressenti par les personnes qui se disent médiums. Et pour cela, il va falloir soit procéder à une initiation, soit ça va arriver, certaines personnes vont parler de grands traumatismes qui les a ouverts à la médiumnité, soit ça arrive comme ça, selon leur dire, elles ont absolument rien fait, mais il y a quelque chose qui les rend poreux à ce monde invisible et non mesurable. Dans ces expériences de médiumnité, il y a très souvent l'intervention d'entités. Alors ces entités, parfois, c'est des vecteurs qui vont servir à la canalisation de l'énergie occulte. Ça va être par exemple des fantômes, ça va être par exemple des guides. Prenez Déborah par exemple, il y a une super chaîne YouTube, Déborah, vous tapez Déborah Médium, vous verrez, cette chère Déborah, elle a son Roro, hein, qui est un guide spirituel et qui lui donne plein d'informations sur l'au-delà, sur comment ça se passe, etc. Et elle est la seule à l'entendre, elle est la seule à être en communication avec lui. Bref, le médium, du point de vue du sujet, c'est en gros le premier pas dans le monde occulte. Hein, pour qu'il y ait cette canalisation d'énergie, et après l'utilisation dans ce que nous verrons après plus tard, ce qu'on appelle les dons, eh bien, il faut nécessairement un statut de médiumnité. Alors, avec quoi il ne faut pas confondre la médiumnité ? Faites attention. La médiumnité, ça n'est pas l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on est dans une société d'hypersensibles. D'hypersensibles, pourquoi ? Parce que la raison et la volonté ont complètement déserté notre éducation. Notre éducation et même nos rapports humains. Ce qui existe, c'est uniquement le ressenti. Le ressenti. Et il y a des personnes qui vont être hypertrophiées au niveau de leur ressenti, au niveau de leur sensibilité. C'est des personnes, vous savez, qui ont des grandes intuitions des gens, qui sont capables de vraiment bien sentir les personnes, qui sont capables de sentir les ambiances aussi. Hein. Vous savez, voilà, elles sont devant un public ou elles sont dans un groupe, elles sentent un petit peu les ambiances. C'est des personnes qui aussi vont parfois avoir du mal à distinguer entre leur ressenti et la réalité. Vous savez, vous leur demandez comment s'est passée la conversation que tu as vécue avec machin, et elle va vous dire, cette personne, oh bah, c'était absolument atroce, c'était d'une violence inouïe, et quand vous parlez à la personne avec qui elle est en contact, et bah, vous vous rendez compte que la personne vous dit, oui, on a été en désaccord, moi j'ai dit que j'étais pas d'accord avec elle, je n'ai pas du tout été trop violent, ni quoi que ce soit. On me dit que la musique est un petit peu trop forte, donc je la baisse. L'hypersensibilité, ça n'est donc pas cette affaire de médiumnité. Hein. L'hypersensibilité, c'est un désordre affectif. Hein. Un désordre affectif, c'est que la personne se retrouve parasitée, véritablement parasitée, par sa sensibilité et par son ressenti.
Il n'y a qu'une seule manière de le régler, cette affaire, c'est de reprendre les rênes avec sa volonté et avec sa raison, et être capable de discerner ce que m'envoie le ressenti. C'est-à-dire que le ressenti m'envoie une information, avec mon intelligence et ma volonté, je choisis de savoir si cette sensibilité, me conduire à agir ou pas. C'est assez simple. Mais ça n'est pas ça, la médiumnité. La médiumnité, ça n'est pas une hypersensibilité. D'accord ? La médiumnité, elle s'apparente à l'hypersensibilité dans la mesure où elle se situe au niveau du ressenti. C'est très important de savoir ça, ça n'est pas au niveau du conscient, ou en tout cas, ça n'est pas au niveau de l'intelligence, pas au niveau de la raison, ça n'est pas au niveau de la volonté, nécessairement, mais ça va être au niveau d'un ressenti. La personne qui sera médium va exprimer un sentiment, un ressenti. Alors parfois, ça peut être aussi une sensation. Le médium peut sentir des choses. Donc, mais c'est toujours au niveau de la sensation. Qu'elle soit interne, c'est le ressenti, et qu'elle soit externe, c'est la sensation. Cette médiumnité va ouvrir la personne pour l'acquisition de certains dons. Et c'est là où, on va dire, il y a une opposition frontale avec la philosophie. La philosophie, pour vous le dire très clairement, la philosophie, ça se définit, vous savez, étymologiquement, comme l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est quoi ? La sagesse, c'est considérer les choses dans leur cause véritable. Donc le philosophe, c'est celui qui aime envisager les choses dans leur cause véritable. Ainsi, lorsqu'il va tourner son regard sur l'homme, il va essayer d'envisager l'homme en tant que pour essayer de savoir ce qu'est l'homme réellement, véritablement, et virer tout ce qui n'est pas l'homme. Quand il va regarder la nature, ça va être pareil, quand il va regarder, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va y avoir une opposition nette entre le projet de la médiumnité et le projet philosophique. Pourquoi ? Les Grecs anciens avaient discerné qu'en l'homme, il y avait, et c'est tout à fait normal, il y avait 3 grands excès. 3 grands excès qui pouvaient affecter notre volonté et notre intelligence. Et ces 3 grands excès faisaient que l'on considérait l'homme comme un dieu et non plus comme ce qu'il était lui-même. Alors je vous donne ces 3 excès. Il y a le premier, c'est au niveau de la connaissance. Le premier excès que la philosophie avait vu, c'est que l'homme désire tout savoir, tout connaître, pour tout maîtriser. L'homme désire tout savoir, tout connaître, pour tout maîtriser. C'est au niveau de son intelligence. Il veut tout comprendre. L'homme veut tout comprendre. Et le philosophe le sait bien puisque c'est son aspiration. Il désire tout comprendre. Problème, l'homme ne peut pas tout connaître, tout savoir, tout comprendre. Et ça, c'est une épreuve que tout être humain doit accepter de vivre. L'homme ne peut pas tout connaître, tout comprendre et tout savoir. Alors, certaines personnes vont résultat tomber dans un excès et vont commencer à se dire, eh bien, puisque c'est comme ça, ça veut dire que l'homme ne peut rien savoir, rien connaître et rien comprendre. Non. Il y a d'autres personnes qui vont dire, puisque l'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas connaître et ne peut pas savoir, eh bien, on va tomber dans la croyance. Dans la foi. Non plus. C'est pas ça. Mais l'homme doit apprendre, justement, à connaître les choses, tout en sachant qu'il ne connaîtra pas tout. Et en acceptant que certaines dimensions vont lui rester cachées. Et donc, il n'aura pas la maîtrise sur tout. Ça, c'est le premier excès que les Grecs avaient vu, l'excès relatif à la connaissance. Alors ensuite, il y a un excès relatif à la condition humaine. L'homme aimerait bien s'affranchir de 2 choses, la souffrance et la mort. Oui, l'homme aimerait bien acquérir, par l'art, par la technique ou par d'autres choses, l'absence de souffrance, le bien-être universel et aussi le fait de ne pas mourir. C'est tout à fait légitime, puisque les souffrances, on le voit, elles peuvent être de l'ordre corporel. L'ordre corporel, ça peut être des souffrances insupportables. Elles peuvent être d'ordre de détresse psychologique,
Hein, donc, tous les psychologues pourront vous le témoigner, les psychiatres aussi. Il y a des détresses psychologiques qui sont effroyables pour l'être humain. Et puis, il y a aussi les détresses affectives, de l'ordre relationnel. Et l'homme aimerait pouvoir s'en affranchir. Aimerait pouvoir s'en affranchir. Et aussi, la mort. L'homme aimerait ne pas mourir. Ce serait super si on pouvait ne pas vieillir et ne pas mourir. Ce serait extraordinaire. Bon, et la philosophie, elle arrive et elle vous fracasse à ce niveau-là, puisqu'elle va considérer que ceci, c'est de l'excès. Avoir ces désirs-là, c'est de l'excès. Il faut que l'homme apprenne, et ça n'est pas facile, il faut que l'homme apprenne à considérer que par sa condition, il est mortel. Il est mortel et il est capable de souffrir. La troisième prétention que l'esprit humain peut avoir, qu'il y a dans l'homme, c'est cette prétention à vouloir gouverner le monde et l'autre. L'autre, d'une part, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux chez l'autre et que je n'arriverai pas à connaître, mais en plus je n'arriverai pas à le maîtriser, j'arriverai pas à le dominer, j'arriverai pas finalement à exercer une force sur lui pour le contraindre, quand bien même il n'est pas d'accord avec moi. Dans de nombreuses disputes, on aimerait bien que l'autre soit complètement d'accord avec nous. Eh ben non, c'est pas possible. L'autre a une unicité et une singularité. Ainsi, il y a dans ma relation à l'autre quelque chose qui me limite. Je suis limité de par simplement l'existence de l'autre. Et cette prétention, il faut l'accepter. Il faut accepter que dans la relation aux autres et au monde, il y a des choses qui me résistent et qui me résisteront toujours. Finalement, ces trois choses, c'est ce sentiment, en nous, ce désir de toute puissance, de maîtrise sur les choses. Sauf que, la plupart des dimensions occultes vont essayer de répondre, contrairement à la philosophie qui vise à accepter cette dimension dans le but de vivre véritablement en humain, l'occultisme va essayer de vous apporter des remèdes et des facilités, dans le but soit de connaître des choses qui vous sont cachées, dans le but de retirer toutes les souffrances du monde et puis retirer aussi la mort, si on peut le faire, si on peut parler avec des morts pour montrer qu'ils sont vivants, et ce serait super. Et aussi, vont vous donner la possibilité de dominer les autres. Et c'est les trois prétentions de l'esprit que moi j'ai voulu signaler. Prétention de l'esprit pour connaître, prétention de l'esprit sur le corps et sur le monde, on le verra, et prétention de l'esprit sur l'affectivité. Attention, une fois que j'ai dit ça, il est très important de comprendre que les personnes qui pratiquent des dons occultes sont souvent de très bonnes personnes. Et sont souvent pleines de très bonnes intentions. Il n'y a absolument aucun jugement de ma part concernant l'agir moral de ces personnes. La plupart du temps, ces personnes veulent faire du bien. Dans énormément de pourcents des cas. Il y a quelques cas où les gens veulent faire du mal, mais la majorité du temps, c'est les gens veulent faire du bien. Et veulent utiliser leurs dons pour aider les uns et les autres. Alors ça, c'était pour vraiment bien dégager le terrain pour le dire. Mais c'est bien comprendre que la philosophie dans sa démarche vise davantage, au niveau du sujet, à ne pas contenter le désir de toute puissance, mais à le confronter à un principe de réalité, tandis que l'occulte va s'appuyer sur ce désir-là pour finalement satisfaire beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui vont consulter des gens qui sont doués de dons. La majorité des personnes, c'est parce qu'elles sont en détresse qu'elles le font. Détresse soit de souffrance physique incurable, soit d'angoisse psychologique très grande, soit de volonté de connaître, on verra, l'avenir et compagnie, soit même, et là c'est là où c'est un petit peu plus difficile, mais sont incapables de faire un deuil, et donc il faut qu'elles soient en contact avec la personne qui est partie, la personne qui est morte. Mais ça n'excuse pas pour autant le fait que, en elles, ces personnes qui vont pouvoir, par détresse, aller vers ces différentes dimensions, on va voir qu'il va y avoir une capitulation de l'intelligence, de toute manière, à un certain moment. Une capitulation de l'intelligence et de la volonté.
C'est très important. Alors on va commencer par la prétention de l'esprit pour connaître les choses. Quels sont les dons que l'on va obtenir en faisant, en fait, en voulant connaître les choses. Alors, je vais faire un listing en essayant de vous décrire un petit peu. C'est à la suite de recherches que j'ai pu apprendre un petit peu. Hein. Vous savez, quand vous évoluez dans ce domaine-là, vous apprenez énormément de choses et en même temps, vous avez l'impression de rien apprendre. La prétention de l'esprit pour connaître, on va dire le plus classique des dons. Ça va d'abord se faire par l'usage véritable, de pseudosciences. On a vu les sciences, vous savez, occultes, les sciences occultes et les arts occultes. Les sciences occultes vont donner un support au médium pour pouvoir connaître les choses. La première science que l'on avait vue, c'est l'astrologie. Alors l'astrologie, ça consiste en quoi ? Ça consiste à considérer la position des astres, et notamment la position zodiacale des astres, dans le but d'en faire découler une caractériologie. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'astrologie. Caractériologie. Et les médiums vont pouvoir essayer d'appliquer à cette science-là, à cette pseudo-science-là, une dimension divinatoire. Le médium, c'est celui qui, parce qu'il va savoir votre carte, vous savez, céleste, je ne sais plus comment on appelle ça, il va être capable de savoir ce que vous allez devenir plus tard. Comment il va le savoir ? Eh bien, soit par révélation d'un de ses guides ou d'une entité, etc., soit par calculs très très complexes qui n'ont pas forcément beaucoup de logique, mais qui finalement mènent à une considération sur le chemin que vous allez prendre. Ça, on va dire, c'est le plus classique. L'astrologie, c'est véritablement le plus classique. Alors ensuite, vous avez la chiromancie, ou cléromancie. Là, on commence à être beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre du contact. C'est le fait de pouvoir lire votre personnalité et votre avenir dans les lignes de votre main. Ça, c'est la chiromancie. Alors, à nouveau, il y a des formations pour cela, il y a un appareil, on va dire, intellectuel qui s'ordonne autour de ça, mais à la base, il y a très souvent soit des flashs de voyance, soit aussi des personnes qui vont avoir une intuition très grande de la personne qui est en train de venir, et qui vont à la fois être bluffées par l'étude du caractère, mais en plus par la possibilité d'une divination à travers cela. Le médium, à ce moment-là, s'apparente à quelqu'un qui est capable de percevoir d'une part le caractère, le fort interne profond des choses, de la personne, les dynamismes profonds de la personne, mais en plus s'apparente à quelqu'un qui est capable de voir l'avenir et qui est capable de percevoir ce qui se situe dans l'inconscient ou dans le subconscient de la personne. Ça, c'est la chiromancie. Alors ensuite, vous avez la voyance. Alors là, la voyance, c'est, on va dire, assez classique. Alors moi, quand j'étais à Paris, il y avait Madame Rana. J'aime bien dire ça, Madame Rana, qui se retrouve, si elle voit cette vidéo, bonjour Madame, au moins vous saurez que c'était moi. Elle était place d'Enfer Rochereau, dans une petite roulotte, et tous les matins, quand j'étais étudiant, tous les matins, je toquais à la porte. Dans le but, c'était pas très gentil, c'était un peu débile, dans le but de me dire si elle m'ouvre la porte avant que je tape, eh bien, c'est qu'elle est vraiment voyante. Elle ne l'a jamais fait. Alors, soit, aujourd'hui, je pense que soit elle devait se dire, bon, voilà, c'est un poltergeist, vous savez, les bruits qu'on peut entendre qui paraissent un peu loufoques dans les maisons hantées, etc. Soit elle était peut-être aussi pas forcément très clairvoyante sur le fait que tous les jours de la semaine, il y avait quelqu'un qui, quasiment à la même heure, toquait à sa porte. C'était débile, vous me l'accorderez, c'était complètement stupide. Mais cette Madame Rana, elle était voyante. Voyante, elle était capable de prédire l'avenir, elle était capable de dire à quel moment des choses allaient se passer dans votre vie, était capable de dire aussi si vous alliez perdre un proche, bref, elle était capable de percevoir beaucoup de choses. Le support importe peu.
C'est-à-dire que vous pouvez être voyant dans votre boule de cristal, vous pouvez être voyant dans du marc de café, dans des feuilles de thé, dans du clafoutis, on s'en fiche. En fait, l'important, c'est le caractère médium de la personne. Hein. C'est pas tellement le support. Le support, et même d'ailleurs, le support, plus la personne va avancer, moins elle va avoir besoin de support pour exercer ce don. Hein, si on peut parler de don. Donc la voyance, voilà, c'est la prétention de l'esprit à nouveau pour connaître. Alors, vous avez aussi le pendule, l'usage du pendule, la radiesthésie. Alors le pendule c'est quoi ? C'est une pierre, vous prenez n'importe quelle pierre, je sais plus ce que c'est, mais voilà, une pierre, un plomb, tout ça, accroché à un fil, et puis finalement vous posez des questions. Là je vous ai mis, vous voyez ici, ça c'est un tapis de pendule par exemple. Vous posez des questions à propos d'une personne, d'un objet que vous avez perdu, etc. Et puis le pendule va se diriger d'un côté ou de l'autre, voilà, pour répondre soit oui, soit non. Voilà, est-ce que mes clés sont dans la voiture ? Chouing, ça va aller d'un côté. Est-ce que je sais pas, mon ex va revenir ? Chouing, ça va aller de l'autre côté, et ainsi de suite. Bref. Voilà, à nouveau, c'est une médiumnité, un don que la personne va employer, voilà, avec un pendule, le support du pendule. Alors vous avez aussi, alors là, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes, mais bon. Vous avez aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, qui repose sur soit des sciences ou des arts occultes, en tout cas sur des prétentions de l'esprit pour connaître. Il y en a deux, où on va dire je mets assez facilement en garde les personnes, même si, bon voilà, je veux dire, il y a plein de personnes qui vont me dire que c'est absolument génial, etc. Bref, vous avez le CGP, j'en ai déjà parlé, le centre de gravité professionnel, qui grâce à 13 questions va être capable de pouvoir discerner quel est votre dynamisme intérieur, votre force personnelle. Voilà. Et vous avez aussi à côté, voilà, l'énéagramme. L'énéagramme, c'est on va dire 7, il y a 9 types qui vont faire découler votre type à partir premièrement de pôle, le premier à partir duquel vous interagissez avec les autres, et aussi à partir d'une faille profonde, intérieure, la peur d'être aimé, la peur d'être abandonné, le conflit, bref, plein de choses comme ça. Et en fait, quand on regarde, quand on essaye de faire une exégèse, moi j'ai une thèse de philosophie plutôt en épistémologie. L'épistémologie, vous savez, c'est la question sur les sciences et la question sur l'ordre des savoirs. Quand vous essayez de faire une analyse épistémologique de ces différents outils, vous vous rendez compte qu'il y a toujours un occultiste qui est derrière. Qui se sert en fait soit de numérologie, soit pour essayer de déterminer l'usage ou la pertinence de tel ou tel outil. Mais à nouveau, c'est toujours mu par le désir de connaître, parce qu'il y en a marre de cette obscurité qui nous concerne quand on essaie de se connaître soi-même. Et je suis pas du tout en train de jeter la pierre sur les outils de développement personnel, il y en a qui sont très très utiles, voilà, le coaching c'est super, voilà, ne me lapidez pas, mais en tout cas sachez qu'il y a beaucoup d'outils où on peut se poser des questions sur le fondement occulte de ces choses-là. Le médium, lui, va avoir une perception très forte et très nette de la plupart de ces choses. Et va être capable, plus ça va, plus il va être capable d'exercer la plupart de ces arts et la plupart de ces sciences. Le médium, s'il exerce son don, il va être de plus en plus médium. Alors après, vous avez la prétention de l'esprit sur le corps et sur le monde. Alors, la prétention de l'esprit sur le corps et sur le monde, vous avez tout ce qui est les énergies-thérapies. Alors là, vous avez le Reiki. Le Reiki, on en parlera un petit peu plus tard parce que ça a quand même une influence, une origine aussi orientale et notamment religieuse. Vous avez les régénérations holistiques, mais vous avez tout un tas de thérapies en réalité qui s'appuient sur une perception d'énergie, sur un rééquilibrage d'énergie, etc. À nouveau, là, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Je pense qu'une certaine dimension de vitose s'apparente à cela, notamment le fait de percevoir les ondes cérébrales, enfin pas les ondes cérébrales, mais les vibrations d'une onde produite par le cerveau. Voilà, je pense que la perception de cette onde, il faut
voilà, la questionner, hein, épistémologiquement parlant. Voilà, ça c'est pour Vitose, mais vous avez tout un tas d'autres thérapies qui visent à rééquilibrer des énergies occultes, être capable de libérer aussi des énergies occultes, hein, de libérer des nœuds. Voilà, vous avez beaucoup, ça va y venir, hein, on va y arriver petit à petit, mais beaucoup de gens qui vont aussi, par exemple, se dire kiné ostéopathe et vous proposer une énergie thérapie. Le passeur de feu. Le passeur de feu, c'est un petit peu plus classique. C'est un don qui va intervenir. Très souvent, c'est transmis par la famille. Hein, c'est transmis par la famille, transmis par un proche. Comment ça se produit? Le passeur de feu, c'est celui qui, dès que vous vous brûlez, il est capable de passer sa main. Il dit, il murmure un petit truc, là, comme ça, et puis vous avez plus mal. Il n'y a plus aucune douleur de brûlure. Plus aucune douleur de brûlure. Alors, bon, il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui dans les hôpitaux, par exemple, parce qu'il y a, vous savez, le traitement des cancers par rayon, eh bien, les infirmiers, voire les médecins, proposent le numéro de passeur de feu pour soigner les personnes qui passent des rayons. Donc voilà, donc c'est complètement admis, voilà, que ce que la science n'arrive pas à soigner, l'occulte, bizarrement, y arrive. Alors cette petite prière murmurée, c'est un truc du style feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs lorsqu'il trahit notre Seigneur. Bon, il y a plein de paroles, il y a plein de possibilités, de formules. C'est pas la formule qui fait en fait le pouvoir. Hein. Le pouvoir occulte, il repose dans le caractère médium de la personne. Hein. Donc c'est pas très important, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent il y a un folklore chrétien qui entoure ceux qui sont dans l'occulte. Pour faire genre, ça passe. C'est ça qui est super drôle. Comme s'ils se sentaient pas forcément très à l'aise. C'est-à-dire, on parle du Sauveur, on parle des saints, on parle de la Vierge Marie, on parle de tout ça. Bon, en l'occurrence, on n'a pas choisi le bon puisque c'est Judas, mais voilà, il y a toujours ce folklore chrétien derrière. Alors, vous avez aussi le magnétisme. Alors là, le magnétisme, c'est le gros morceau. Puisque le magnétisme, rien que par son nom, en fait, il est tout de suite associé à ce qui s'appelle l'énergie occulte. L'énergie, magnétisme, on voit qu'il y a un lien. Le magnétisme, magnétisme animal, ça porte plein de noms. Le magnétisme, c'est que la personne ressent une énergie et est capable d'agir dessus, comme par magnétisme, comme par un aimant. Alors le magnétisme, ça peut s'exprimer, ça peut s'exercer de plusieurs manières. Vous avez certaines personnes qui vont exercer le magnétisme directement en touchant la personne, d'autres qui vont même pas avoir besoin de toucher et qui vont être capables de passer les mains et de rééquilibrer les énergies. Et puis vous avez des personnes qui sont capables d'agir par une photo, c'est-à-dire qu'ils regardent une photo, puis voilà, ils agissent leur magnétisme et voilà, les gens s'en sentent un petit peu mieux alors qu'elles sont pas présentes. Voilà. Bon, ça ça appelle la dimension occulte de manière assez forte. Alors, là pareil. Alors là, j'attaque deux gros trucs. La biodynamie. La biodynamie, c'est en plein boom actuellement. La biodynamie, c'est en plein boom. C'est une manière d'exercer une agriculture en communion avec son terrain, avec la nature, avec tout ça. Présenté comme ça pose pas trop de problèmes. On va dire, je suis pas pour, moi, une agriculture industrielle et très violente, vous voyez. Mais par contre, quand vous lisez un petit peu ce dont il est question, les pratiques spécifiques à la biodynamie, eh bien, c'est 3 principes fondamentaux. Le premier principe, je vous le lis, c'est concevoir le terrain, la ferme, le jardin, comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée. À la limite, c'est pas très grave. Bon, on peut dire, voilà, on va essayer de considérer les choses comme un organisme, comme un tout, voilà, comme un microcosme. Bon, bah ça peut être intelligent. Deuxième principe, c'est utiliser des préparations biodynamiques. Et c'est quoi? C'est des préparations à base de plantes médicinales, de bouse de vache et de quartz qui agissent énergétiquement pour l'équilibre du domaine. Là, vous l'avez vu plus ou moins, vous l'avez vu passer, c'est le terme énergétiquement. De quelle énergie on parle?
Eh bien, l'énergie dont on parle, c'est une énergie de type occulte. Hein. Ce n'est pas une... Alors attention, quand je dis occulte, à nouveau, hein, on l'a vu la première vidéo, pour ceux qui, par exemple, ne regarderaient que cette vidéo-là. Dans la première vidéo, on a vu occulte veut dire caché, hein, veut dire qu'il n'est pas mesurable. Ici, ça n'est pas mesurable. Hein. L'énergie du domaine n'est pas mesurable. Hein. Et si elle est mesurable, moi je demande vraiment une épistémologie pour essayer de savoir ce qu'on est en train de mesurer. Hein. Et ensuite, troisième chose, travailler avec les rythmes cosmiques, c'est-à-dire tenir compte des influences du soleil. Oui, bon, les influences du soleil, on va dire que c'est à peu près normal. Normalement, quand vous faites de l'agriculture, vous tenez à peu près compte du soleil. De la lune, à nouveau, on reste dans de l'assez classique. Des planètes, là, c'est déjà un petit peu plus lointain. Et surtout, du zodiaque. Ah, là, voilà. Là, on est dans quelque chose qui est un peu plus différent et qui se rapproche de l'occulte. Mais je vous invite à vous documenter sur ce sujet-là. Moi, je l'ai mis dedans avec un point d'interrogation parce que c'est quelque chose d'assez neuf, mais je pense qu'on peut se poser légitimement la question de savoir si ça n'appartient pas au domaine en fait ésotérique, plus qu'au domaine scientifique. Sachant que les deux sont souvent de plus en plus liés en ce moment. Hein. Alors la dernière chose, alors là attention, là c'est, je me mets tout le monde à dos, c'est l'homéopathie. L'homéopathie. Alors. Pourquoi l'homéopathie, je la mets dedans? Eh bien, parce que l'homéopathie reprend exactement la doctrine de l'énergie occulte ou de la dynamisation. Je vais vous donner un exemple, je vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien l'homéopathie. Je vous invite à voir, il y a un sketch absolument atroce pour les homéopathes, mais qui est assez drôle, de Jérémy Ferrari, qui est disponible sur YouTube, sur l'homéopathie. On va prendre l'exemple d'un médicament homéopathique. On va prendre le médorinum. Le médorinum, M-E-D-O-2-R-H-I-N-U-M. Le médorinum. Utilisé pour soigner l'asthme, l'herpès. Oui, oui, il y a des... Non, mais c'est... Oui. Et les problèmes scolaires. Les troubles de concentration chez l'enfant. Donc l'asthme, l'herpès et les problèmes scolaires. Ce médorinum, en fait, de quoi il est composé, le médorinum, hein, on va voir sa composition. Il s'agit d'un lisa de sécrétion urétrale, purulente, blénorragique. Alors blénorragique, ça veut dire... blénorragique, c'est ce qui est en rapport avec la gonorrhée. Hein, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, attendez, je vous la refais. Le principe actif dans le médorinum, utilisé pour soigner l'asthme, l'herpès et les troubles du comportement, c'est les sécrétions urétrales, purulentes, donc du pus de pénis, blénorragique, c'est-à-dire qui vient d'une personne atteinte de gonorrhée. Vous allez me dire, attendez, on me donne pas quand même ça à manger pour me soigner. Non, non. Parce que l'homéopathie a un processus de fabrication hein, du médicament qui consiste en une dilution. Alors vous avez, on va prendre par exemple, allez, on va prendre 1000 millilitres, donc 1 litre, ou on va prendre 100 centilitres, c'est plus simple, 100 centilitres, donc 1 litre, de pus d'urètre, oui, juste avant le repas, je suis désolé, d'urètre, gonorrhée et compagnie. Vous prenez une goutte, et une goutte, donc on va prendre 1 centilitre, et vous le mettez dans 100 centilitres d'eau. Et là, vous allez le dynamiser. Ce mélange que vous allez obtenir, vous allez le dynamiser. Donc vous avez mis 1 centilitre dans 99 centilitres d'eau, et là vous allez le dynamiser. Alors là, pour le dynamiser, c'est comme dans la biodynamie, hein, le principe de dynamisation est la même, c'est que vous agitez l'eau. Hein, vous le mélangez, voilà. Ce mélange, vous allez en prendre une goutte. Vous allez virer votre récipient, vous allez remettre 99 centilitres d'eau, et vous allez remettre cette goutte-là. Et pour le cas du médorinum, vous faites ça 9 fois. D'accord ? Si j'ai bien compris, c'est 9 fois, parce que c'est 9 CH. Ça se trouve, c'est encore plus, mais je crois avoir compris que c'est 9 fois.
clairement, vous n'êtes plus tout à fait en train d'avaler de la solution, un truc de l'urètre d'un individu. Cependant, ça fonctionne. En tout cas, les personnes qui sont soumises à l'homéopathie disent que ça fonctionne. Alors, il y a l'effet placebo, vous me direz, bien sûr. Mais, est-ce qu'il y a plus ? Voilà, c'est la question que je me pose. Et comme Jérémy Ferrari, moi je vous dirais une chose, je ne veux pas entendre vos témoignages sur le fait que le foie de canard qu'il y a dans l'oscillococcylium, ça m'a soigné un nombre de fois incalculable. Je m'en fiche, c'est pas ça dont il est question. Ce que je veux vous dire, c'est que on peut se poser légitimement la question de savoir si finalement, derrière ce processus de dynamisation, il n'y a pas dans cet art une part d'occulte. Et qui inviterait finalement à saisir cette dynamisation par une certaine médiumnité. Alors enfin, il y a la troisième prétention, qui est, je pense, la plus sérieuse, peut-être la plus grave pour certaines choses, c'est la prétention de l'esprit sur l'affectivité et sur autrui. C'est agir sur autrui. Alors, vous avez la magie. La magie, alors vous avez la magie blanche et la magie noire. La magie noire se différencie de la magie blanche, c'est que dans un cas, vous nommez explicitement le fait que vous demandez à des entités ténébreuses d'agir. Dans la magie blanche, vous demandez à des entités sympathiques. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous dit que ces entités sont réellement sympathiques ou sont réellement ténébreuses ? Eh ben, c'est parce qu'elles vous le disent. Quand elles se présentent, elles disent moi je suis pas gentil. Et l'autre elle dit moi je suis gentil. Voilà, ça c'est la magie. Voilà. Alors, pour se procurer des manuels de magie, c'est très compliqué. Il faut chiner pendant je sais pas combien de temps dans des vieux machins. Enfin voilà, faut trouver dans des vieilles bibliothèques hantées, etc. Non, je plaisante. Vous pouvez vous procurer le Grand Albert et le Petit Albert. C'est en libre service sur Amazon. C'est disponible partout. C'est même quasiment en ligne. Vous avez la table d'émeraude. Ça c'est pour l'ésotérisme et compagnie. Bref, tout est en ligne. C'est-à-dire que c'est tellement devenu un commerce, c'est tellement devenu quelque chose que l'on pratique, que c'est en ligne. Voilà, c'est en ligne. Alors ça, c'est la magie. Alors, évidemment, pour contrer la magie, il faut des charmes. Alors, les charmes, ça peut être quoi ? Ça peut être finalement on va le voir plus tard, il y a la talismanie, mais les charmes, ça peut être les attrape-rêves. Vous savez, voilà, on utilise un attrape-rêve pour finalement mieux dormir. On va se tatouer quelque chose. On va utiliser une petite médaille. Voilà, ça c'est des charmes, voilà, qui auront été envoûtés. Ça c'est très important. Il faut qu'il y ait quelque chose de la magie qui a été exercée sur un charme, sur une pierre, sur quelque chose. Voilà. Et cette magie, elle va appeler, ces charmes, elles vont appeler l'énergie, l'énergie occulte, auquel les médiums sont sensibles. Alors les talismans, on en a parlé, voilà les talismans, donc ça c'est plus les formes, les je sais pas quoi, les symboles, souvent c'est lié à la Kabbale, c'est lié à la numérologie, c'est lié à beaucoup de choses, enfin voilà. Et puis vous avez l'envoûtement. Alors l'envoûtement c'est la grosse photo que je vous ai mise, là qui se trouve là en haut, juste en haut. L'envoûtement c'est vous allez envoûter des objets, soit dans le but de nuire, soit dans le but d'être plus positif. Vous savez, c'est des personnes qui peuvent vous distribuer dans le métro parisien. Je fais revenir l'être aimé, je peux vous supprimer des ennemis, etc. Et quand vous allez les voir, ils vous demandent un morceau de salive, des gouttes de salive, des cheveux, enfin voilà, toujours un support, une photo, et puis ils vont agir dessus, de telle sorte que finalement la magie puisse s'exercer et compagnie. Bon, voilà, ça c'est les prétentions de l'esprit sur l'affectivité et sur autrui. Il y a la manière de rendre les gens amoureux. Alors je vais vous donner ça. Il y en a certains qui voulaient justement avant le repas des choses. Alors, mesdames, par exemple, un truc qui est contenu dans le Grand Albert. Voilà, de trucs magiques. Si vous voulez qu'un homme tombe amoureux de vous, il faut que vous preniez un hareng. Voilà, un hareng. Vous le mettez dans votre sexe jusqu'à ce qu'il meure, parce que le hareng il doit être vivant jusqu'à ce qu'il meure. Et ensuite vous le faites revenir à la poêle et puis vous le donnez à manger à votre mari ou à votre amant. Voilà, c'est ce genre de, vous voyez, c'est ce genre de choses très très glauques quand on y pense, mais c'est ce genre de sérieux au niveau de la magie. Et pourtant, toutes ces dimensions font partie de l'occulte.
Et les médiums vont développer de plus en plus de dons. Alors ces dons-là, ils vont devenir de plus en plus des malédictions pour les personnes. Alors les personnes, quand elles vont vous parler de leurs dons, c'est très drôle parce que elles disent dons, elles disent jamais talent parce qu'elles savent très bien que ça vient pas d'elles-mêmes. Elles parlent de dons parce que c'est le plan occulte qui leur donne quelque chose. Mais bizarrement, elles ont l'impression que ces dons leur sont imposés. Vous savez, il y a les médiums, par exemple, qui vont se retrouver avec plein d'esprits qui viennent les voir. Être incapable de dormir. Vous avez des personnes qui, à force d'exercer du magnétisme, vont devenir de véritables éponges, en fait, à toutes les énergies négatives ou positives. Il y a aussi des choses très étonnantes, c'est que la plupart de ces dons sont sordides pour une grande part, c'est-à-dire qu'un voyant va rarement annoncer de très bonnes nouvelles, c'est souvent pour annoncer de mauvaises nouvelles, il y a quelque chose qui devient obsédant. Et surtout, les personnes se deviennent complètement esclaves de leurs dons. Complètement esclaves de leurs dons et ne vivent plus que par l'exercice de ce don-là et ne se réalisent plus que par ça. Alors, maintenant, avec un regard un petit peu étonné, enfin pas étonné, mais un regard un peu attentif du philosophe, on va voir que la dimension occulte est intéressante. Le médium nous renseigne sur une chose, c'est qu'il existe, en tout cas, ils disent qu'il existe, un plan de réalité qui serait différent d'une autre. Ce plan de réalité, il peut être habité, en tout cas, il est traversé par des énergies. Il peut être habité d'esprit, il peut être habité de beaucoup de choses, bref, on va pouvoir en parler. Alors la première chose, c'est que pour être médium, par rapport à l'énergie et la dimension occulte, pour être en contact avec la dimension occulte, il y a plusieurs choses qu'il faut noter. C'est de l'ordre du ressenti, c'est immédiat, il y a une immédiateté, et donc parce qu'il y a un contact, une immédiateté, il y a une pénétration du plan occulte dans la personne. Vous savez, c'est une loi très simple, quand vous sentez quelque chose, je ne sais pas, quand vous prenez votre téléphone portable par exemple, vous le prenez, eh bien vous le touchez, eh bien ce contact vient en vous. Ça va être traité par votre cerveau, mais faites bien attention, en fait, quand vous touchez quelque chose, le portable envoie des informations en vous. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix, par exemple, vous êtes habillé, et bien quand vos habits vous touchent, ils envoient des informations en vous. Et vous êtes pénétré, en fait, par ce toucher-là. Encore plus, quand finalement ces énergies occultes atteignent votre sensation interne, votre imagination, vos émotions, votre sensibilité, vous voyez, tout ce genre de choses. Finalement, il y a une pénétration de ce plan-là. C'est ça qui va devenir d'ailleurs insupportable pour certaines personnes. Les médiums peuvent virer complètement fous au bout d'un moment, puisque cette pénétration va devenir de plus en plus violente, va devenir de plus en plus forte. Et il y a une obligation, c'est de laisser le côté rationnel. Laisser de côté le rationnel. Alors, n'en déplaise à Patricia Daré, il y a plusieurs questions qu'un philosophe peut se poser par rapport à l'énergie et la dimension occulte. On va le voir. Premièrement, c'est sur la question de l'émission et de la réception. Comment ça se fait que certaines personnes sont capables de recevoir et d'autres qui sont capables d'émettre? D'où vient cette question de la médiumnité? Finalement, faisons une exégèse un petit peu de ce savoir, de cet état. Qu'est-ce que c'est? Finalement, d'où ça sort? Puisque certains hommes en sont complètement dépourvus, et que finalement, ça ne semble pas être dans les facultés humaines. Ça semble venir à partir d'une expérience que le plan occulte semble solliciter. Soit par transmission, c'est-à-dire que le magnétiseur va vous transmettre son don de magnétisme, soit par, ou même le passeur de feu, c'est ce genre de choses, soit par recherche soi-même, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans certaines transes, dans certains états, pour finalement rechercher ce genre de choses. Finalement, cette émission et cette réception semblent être de l'ordre d'une disposition par rapport à l'occulte, mais on peut l'interroger. D'où elle sort cette disposition? Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui en sont sensibles? La deuxième question qu'on va pouvoir se poser, mais très simple, c'est cette dimension occulte. Est-ce qu'elle est habitée réellement? Et par qui?
Par quoi est-elle habitée ? Puisque la plupart des personnes, je vais vous donner des exemples parce que voilà, je pense que par exemple ça fonctionne mieux. Vous avez une vidéo sur YouTube d'un, ça y est, je ne l'ai plus, d'un médium très connu, je vous mettrai les liens en description, d'un médium très connu qui finalement se met en connexion avec le fils d'une personne qui est décédée. Et il lui parle de plein de choses. Et lui, ce médium, vous dit, c'est votre fils qui est en train de vous parler. Comment on le sait, ça ? Comment sait-on que c'est le fils qui est en train de parler ? La plupart des personnes vont vous dire, parce qu'il connaît des choses que seul mon fils pouvait connaître. Soyons attentifs. Si on parle d'un plan occulte, ça veut dire que, ça se trouve, nous sommes observés. Nous sommes regardés. Et certaines personnes ont vécu des choses où les entités habitant dans le plan occulte, qui habiteraient dans ce plan occulte, eh bien, pourraient très bien voir cette personne et ce qu'elle a fait. Même ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a pu imaginer. Vous voyez ? Si nous sommes en face d'un plan occulte, finalement, je pose la question à ces médiums, mais avec qui êtes-vous en contact ? Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé cette question-là du plan occulte. Et ces personnes, ou plutôt ces domaines, c'est le domaine de la religion. Et c'est ce que nous allons essayer de voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous verrons ce que les religions disent de ce plan occulte. D'abord les religions orientales, puisqu'en fait beaucoup du New Age s'appuie en fait sur les religions orientales, et puis la dimension judéo-chrétienne, puisque c'est la dimension de notre société occidentale. Eh bien ces deux religions, et même nous le verrons en fait de manière très inductive, toutes les religions admettent qu'il existe un autre plan de réalité. C'est un peu sur ça qu'elles se basent d'ailleurs. Mais toutes les religions vont vous parler d'une prudence à avoir, puisque ces plans occultes semblent habités et pas forcément par des entités qui veulent du bien à l'homme. Alors je pense qu'en philosophe, on est obligé de s'intéresser à cette dimension religieuse, non pas en envisageant l'acte de foi ou l'acte de religion, mais en envisageant ce qu'elles vont avoir pu dire du plan occulte, habité ou non. Je vois qu'il y a une question qui a été posée dans les commentaires, donc je vais essayer d'y répondre. Qu'est-ce qui distingue certaines de ces pratiques apparemment basées sur la caractérologie, l'énéagramme par exemple, de la psychologie ? La psychologie est une science qui se veut science expérimentale, et vous allez avoir évidemment des mythes, des mythes fondateurs, hein, comme dans toute science. Par exemple, Freud, on sait que Freud, il est... sa théorie de l'inconscient n'est de l'ordre que du théorique, et finalement, personne ne peut le prouver. Le problème de la caractérologie et de l'énéagramme, c'est que ça appelle, dans leur fondement, en fait, la dimension occulte. Soit par une science occulte qui s'y rattache, la numérologie, la kabbalistique, et ainsi de suite, l'astrologie aussi, soit par leur dimension énergétique. Hein ? Et donc c'est à ça qu'il faut vraiment être attentif quand on envisage les différents outils de développement personnel. Je dois vous avouer que ça devient de plus en plus compliqué puisque beaucoup de choses sont mêlées maintenant. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de l'imprudent, il y a de l'inconnu, et pourtant, eh bien, ça reste utilisé aujourd'hui dans le coaching, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour essayer de voir ce que les religions vont essayer de dire. Je préviens désormais, dès à présent, nous parlerons la semaine prochaine du satanisme, de tout ce genre de choses. Donc, âme sensible de s'abstenir si jamais vous êtes un petit peu en peur par rapport à ce genre de choses. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée.